je veux dire, une prostituée, si elle a du désir pour toi, pourquoi elle te ferait payer? Mais si elle n'a pas d'autres moyens de se rémunérer. Enfin, je veux dire, si l'homme a vraiment le cœur sur la main parce que cette femme est dans le besoin, je pense que ce qu'il faut lui mettre dans la bouche, c'est de la nourriture et pas sa bite, en fait. Mais bien sûr, le véganisme est du spécisme libéral. Des personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens. Est-ce qu'on est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes ou est-ce qu'on n'y est pas du tout? Aucun média en France ne ment. Bonjour à tous, dans l'épisode d'Œil pour Œil d'aujourd'hui, je reçois Dora Muto. Dora Muto qui a notamment créé le compte Instagram Tajoui à plus de 500 000 abonnés et qui a récemment écrit le livre Mal baisé. Avec elle, j'ai parlé d'éducation à la sexualité, aussi bien des femmes que les hommes, mais aussi de sujets un peu plus délicats comme la pornographie ou la prostitution. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime ou à laisser un commentaire. Bonne vidéo. Je vais commencer avec une question assez naïve, Dora. Pourquoi l'écriture de ce livre? Et pourquoi avoir fait volontairement une faute? Alors, Mal baisé, je l'ai écrit parce que ça faisait déjà plus de 3 ans que j'avais ce compte Instagram qui s'appelle Tajoui. Et en fait, au fil des années, je me suis rendu compte de pas mal de problématiques autour de la sexualité des femmes parce que j'ai des milliers et des milliers de femmes qui m'ont écrit. Et je me sentais très frustrée parce que sur Instagram, c'est quand même la culture du slogan. Et au-delà de 10 slides, on peut pas dire grand-chose de plus. Et en plus, c'est un média très polarisant. Et en fait, sur cette question de la sexualité féminine et sur un certain nombre de sujets qui sont assez polémiques, comme la prostitution, le porno et tout un tas d'autres sujets, je ressentais le besoin vraiment de m'exprimer plus en longueur et plus en nuances surtout. Et finalement, ça a fait 440 pages. Donc voilà. Ça s'appelle Mal baisé parce qu'évidemment c'est une des insultes que je reçois le plus depuis que j'ai créé ce compte Insta. C'est aussi une insulte presque historique quand on est féministe, on va dire. Les hommes aiment bien nous traiter de « Ah, quelle grosse mal baisée celle-là » ou quelque chose comme ça. Et pour moi, c'est vraiment une insulte que je trouve extrêmement intéressante parce que quand on traite une femme de mal baisée, en fait, on insulte le mal baiseur. Parce que si elle est mal baisée, finalement, ce n'est pas sa faute. Et donc, c'est une insulte qui parle... Qui renvoie à l'homme, finalement. Qui renvoie à l'homme. C'est l'homme qui a mal baisé. Voilà, qui a mal baisé. Et donc, c'est une insulte qui insulte les femmes à travers le fait d'insulter les hommes. Et je trouve que c'est très symptomatique. Et du coup, j'ai voulu démarrer avec ce mot-là. Et puis, évidemment, le jeu de mots était trop facile. Donc, je me suis dit que j'allais changer le mal en mal. Mais t'aurais pu d'ailleurs enlever un E et juste accorder en faisant baiser sans J'aurais pu sans aussi. Mais je voulais que ça parle des femmes au final quand même. Mais au-delà de ça aussi, t'évoques dans ton livre le fait que le corps de la femme n'est pas forcément bien compris, bien étudié, même les médecins ne connaissent pas forcément l'anatomie féminine en détail. Et justement, à qui la faute en fait? Pourquoi on ne connaît pas si bien le corps des femmes? Dans mon livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Quand le gynéco remplace la sorcière ». Et donc, ça explore l'idée qu'on a perdu un certain nombre de connaissances en tant que femme, une connaissance de nos corps. Et puis, la médecine, en fait, il y a beaucoup de choses... beaucoup de mots féminins qu'elle continue à ignorer. Par exemple, tout ce qui est problème de vaginisme, vulvodynie, toutes les douleurs vulvaires vont être relativement ignorées. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir que le clitoris, qui est un organe comme un autre, c'est un des seuls organes où on ne fait pas de radio ou d'IRM. Alors pourquoi sur cet organe-là ce n'est pas possible? Pourquoi on s'y intéresse pas? C'est curieux. Quand une femme va avoir des problèmes de jouissance, on va plutôt toujours lui dire que c'est dans sa tête, qu'il faudrait qu'elle se relaxe, que peut-être qu'elle aime pas les hommes ou des choses comme ça. Lorsque ça peut être des problèmes véritablement physiologique, biologique, très très réel. Ça peut être un problème de nerfs, ça peut être un problème de phimosis. Et donc, il y a une seule médecin que j'ai trouvé qui dit qu'elle est clitorologiste. Pour moi, ça devrait être normal qu'il y ait quand même un certain nombre de médecins qui aient cette spécialité aujourd'hui.
Donc voilà, on se rend compte aussi que le corps des femmes est réellement différent du corps des hommes. Les femmes ne font pas des crises cardiaques de la même façon que les hommes, c'est pas les mêmes signaux. Quand on fait des tests sur des médicaments, par exemple, et qu'on prend des animaux pour tester ces médicaments, on prend généralement des souris mâles et on prend pas des souris femelles, pour la bonne raison que les femelles ont des cycles et que donc c'est plus compliqué de tester sur des animaux femelles. Donc en fait, il y a beaucoup de choses au niveau de la médecine qui sont pas organisées autour du corps féminin et ça crée aussi une sorte C'est quoi? C'est quelque chose qui se perdure de génération en génération auquel on réfléchit pas et on pense pas et donc ça continue comme ça? Oui, exactement, c'est quelque chose qui perdure. Excuse-moi de la question, mais pourquoi on se réveille que maintenant? Pourquoi les femmes et les féministes comme toi se réveillent aujourd'hui en disant c'est plus possible, pourquoi il n'y a pas eu d'électrochoc avant? Il y a eu des électrochocs avant, au fil du temps, avec les différentes vagues féministes, mais la réalité, c'est que aussi les femmes ont historiquement, à travers les femmes qu'on appelait les sorcières, etc., par exemple, une véritable connaissance des plantes, et évidemment, avec l'industrie pharmaceutique, etc., ça s'est perdu. Et en plus, souvent, les connaissances des femmes sont complètement ridiculisées. Je vais donner un exemple tout simple. Il y a quelques jours, je vois une vidéo sur Loopsider qui se moque de femmes qui utilisent des plantes pour faire ce qu'on appelle du vaginal steaming. Donc c'est des vapeurs de plantes qu'on se met, enfin on s'assoit sur sur un bol fumant de plantes, et en fait ces vapeurs de plantes vont aller soigner certains problèmes gynécologiques, des infections, etc., des douleurs de règles et autres. Et donc le média se fout de la gueule de cette pratique en disant que les femmes se brûlent avec ça, que c'est n'importe quoi, et je vois des centaines de milliers de commentaires avec des gens qui disent ah n'importe quoi, truc machine. On sait qu'ancestralement les femmes utilisaient ça. Par exemple en Amazonie, il y a le peuple des Shipibo qui utilisent cette technique pour soigner plein de problèmes gynéco. Et en fait c'est des techniques que les femmes ont toujours utilisées avant qu'on aille chercher des ovules parce qu'on avait des mycoses ou des infections urinaires à la pharmacie. Et ça, ça continue à être ridiculisé, humilié à longueur de temps. Donc pour toi, même des médias du coup comme Loopsider qui se définissent progressistes, en fait participent à nuire oui, tout à fait. C'est-à-dire que alors je sais pas si je sais pas si on peut parler de combat féministe quand on parle de médecine et de plantes et de techniques que les femmes utilisé, c'est-à-dire que c'est ridiculiser le fait que des femmes en fait généralement aussi non blanches utilisent ce genre de technique. Et ce qui était utilisé comme rhétorique de la part de Loopsider, c'est de dire que les femmes utilisent ça parce qu'elles ont peur de leurs odeurs au niveau de la vulve et que donc ça enlèverait les odeurs. Alors non, à la base les femmes n'utilisent pas ça pour ça, mais effectivement certaines odeurs peuvent être véritablement problématiques quand on a une odeur vis-à-vis d'une infection, et alors là ça prend du sens, sauf que là c'était vraiment retourné d'une façon que je trouvais très mal documentée, quoi. Ok. Dans ton livre tu parles aussi donc de sexualité féminine mais qui est liée forcément à la sexualité masculine, ouais. Et tu évoques notamment le fait que il faut que les hommes aussi se libèrent et acceptent certaines autres pratiques. Tu parles aussi notamment de la prostate, découvrir leur prostate, etc. Est-ce que tu peux comprendre que parfois, pour certains hommes, ça peut, ce genre de pratique, justement, peut s'apparenter à des rapports, je sais pas, homosexuels ou des rapports dégradants pour les hommes. Et justement, de par ce fait-là, comment penser une sexualité plus saine pour les femmes et les hommes? Alors, moi, je pense que chacun déjà fait exactement ce qu'il veut au niveau sexuel. Si t'as pas envie, en tant que femme ou en tant qu'homme, qu'on te touche l'anus, il n'y a aucun problème. Je veux dire, il n'y a pas d'injonction à devoir faire ça. Là où je trouve ça toujours assez intéressant, c'est que souvent les hommes ont très très envie de faire de l'anal avec les femmes, mais quand on leur propose en retour, alors là tout d'un coup surtout pas. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant à questionner. En fait, en tant que femme, on risque quand même d'avoir moins de plaisir que si un homme, lui, se fait pénétrer par l'anus, parce que les hommes ont donc une prostate qui, pour le coup,
est connu pour pouvoir créer un autre type d'orgasme. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est ce que ça dit. C'est-à-dire que quand les hommes refusent cette pratique de façon catégorique, pas parce qu'ils n'aiment... Enfin, je comprends, j'aime pas cette pratique, ça me fait pas du bien physiquement, voilà. Mais c'est pas pour ça que les hommes refusent cette pratique, parce que la plupart du temps, ils ont même pas essayé. En fait, le fait de se faire pénétrer pour beaucoup d'hommes, ça ramène au fait que finalement, c'est pas leur rôle d'être pénétré. Leur rôle, c'est de pénétrer des femmes. Et que donc, par conséquent, ça remet en cause la pénétration. Parce que s'ils veulent pas se faire pénétrer, c'est que quelque part, ils assimilent ça à une soumission. Parce que pourquoi il y aurait un refus si catégorique? Et dans ce cas-là, il faut qu'ils admettent que le fait de pénétrer une femme, dans leur tête, représente quelque part un acte guerrier, un acte de conquête. Alors, Non pas un rapport d'égal à égal. Non, pas un rapport d'égal à égal. Donc moi, ça, je trouve ça intéressant d'y réfléchir et de le noter. Et je pense que avoir du plaisir avec un organe ne définit pas la sexualité de quelqu'un. Je trouve que c'est un peu absurde. Et je trouve que ça dénote aussi un énorme manque de curiosité de la part des hommes de leur propre corps. Parce que moi, je vous assure que s'il y avait un endroit dans mon corps où je pouvais jouir, où je suis pas au courant, je pars tout de suite là, dans les toilettes, essayer. Donc voilà, je trouve ça curieux d'avoir une possibilité de plaisir non exploité. Je trouve que c'est un peu dommage. Et au-delà de ça, dans le livre, je parle aussi du fait que dans l'ensemble, les hommes questionnent peu leur corps et sont pas très très libérés. Et on peut voir ça par exemple vis-à-vis de la circoncision. Les hommes ne questionnent pas ou questionnent peu la circoncision, lorsque les femmes questionnent très très globalement l'excision. Ouais. L'excision et la circoncision, évidemment, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, parce qu'un homme peut continuer à avoir du plaisir en étant circoncis. Les femmes qui ont été excisées, généralement, ont du mal à avoir du plaisir, même si certaines disent que malgré... Parce que le clitoris est relativement profond, donc ça dépend à quel point on a été excisé. Mais ceci dit, c'est quand même une mutilation. C'est-à-dire qu'on est... Moi, je pars de l'idée que on est avec un corps qui ne devrait pas être culturellement à modifier. Et pourtant, je suis juive, hein, je vous dis ça, je suis juive. Voilà. Je trouve curieux quand même qu'on soit encore dans l'idée que dès la naissance, on aille couper un bout de pénis. Ça avait peut-être du sens à l'époque, dans le sens où quand on ne pouvait pas se laver tous les jours, ne pas avoir ce bout de peau-là devait empêcher un certain nombre d'infections. Aujourd'hui, lorsqu'on a tous une salle de bain chez soi, je trouve que c'est beaucoup moins justifié. Et puis en plus de ça, on ne saura jamais le traumatisme réel que ça peut causer sur un petit garçon. Et il y a un groupe d'hommes, notamment aux États-Unis, qui se battent contre la circoncision parce qu'ils se sont rendus compte, eux, que ça leur avait retiré beaucoup de plaisir, notamment des hommes qui se sont fait circoncire plus tard dans leur vie pour des raisons médicales et qui peuvent attester de l'avant-après. Et donc, je trouve que ce groupe d'hommes qui justement... ils disent se battre pour leur intégrité corporelle, je trouve ça assez intéressant, voire un peu révolutionnaire chez les hommes de se battre comme ça. Ouais, moi je trouve que les hommes doivent faire un travail de réflexion sur leur propre corps. Tu me dis si je me trompe, mais pour toi, un des piliers, un de tes chevals de bataille, c'est la pornographie. Moi je me pose cette question, que ce serait pas justement un moyen d'empêcher certaines pulsions d'arriver dans la vie réelle, le fait d'assouvir des pulsions qu'on regarde, de les empêcher justement d'arriver, que ce soit des viols ou d'autres choses. Alors justement, là, je développe tout un chapitre qui remet en cause le mythe de la pulsion sexuelle masculine, auquel je ne crois pas.
Dans le sens où on a accepté ça comme un concept, comme un concept, comme une réalité qu'on ne pourrait pas déconstruire, cette idée de pulsion sexuelle masculine. Parce qu'en fait, dans les études, quand on regarde, la plupart des hommes qui violent ne le font pas par pulsion sexuelle. La plupart des hommes qui violent le font de façon relativement préméditée. Et quand ils sentent qu'ils ne peuvent pas violer, ils ne violent pas. Si ça met trop en jeu leur carrière, si y a quelqu'un dans la pièce à côté. Donc on peut pas parler tout à fait de pulsion sexuelle masculine. Je pense que c'est un concept qui dessert les femmes et sert énormément les hommes. Je pense que les hommes ont des envies, mais en l'occurrence, tout le monde a des mains. Et ceux qui n'en ont pas, alors là, j'entends qu'on peut commencer à avoir une discussion. Mais pour toutes les personnes qui ont des mains, je pense qu'il y a des façons très simples de se soulager rien qu'avec l'imagination. Et puis, en fait, tout ce mythe de la pulsion sexuelle, effectivement, ça permet d'excuser le fait que les hommes vont voir des prostituées parce que, ah bah, les pauvres, ils ont une pulsion. Donc, il faut que quelqu'un s'en occupe. C'est-à-dire que c'est comme si avoir des envies sexuelles était un droit. Enfin non, en fait, le sexe, c'est pas un droit. Le sexe, c'est un bonus. Le sexe, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas comme manger et dormir, en fait. Et je pense qu'on met ça parfois au même niveau et c'est pas le cas. Et tu dirais quoi aux actrices pornographiques qui ont construit une carrière, qui même revendiquent le fait d'avoir construit leur carrière? Je pense à Nikita Bellucci notamment. Est-ce que pour toi, enfin, en gros, elles auraient pas le droit en fait de faire ça? Ou ce qu'elles font, c'est mal? Non, ou... je pense que si on a envie d'être actrice porno, ben, on devient actrice porno. C'est pas ce que je dénonce en fait. Pour moi, la problématique, c'est pas qu'il y ait quelques femmes qui aient envie de faire ce métier. Je suis pas fondamentalement contre filmer des corps qui font l'amour, c'est pas un problème en soi. Si je tape sur Google Almost Dead Porn, je vais tomber en fait sur du contenu porno où je vais voir des femmes qui jouent le fait d'être presque mortes, par exemple en vomissant ou en étant dans des postures où vraiment c'est comme si elles n'en peuvent plus et qu'elles sont au bord de l'évanouissement. Moi j'aimerais être dans un monde où quand on tape Almost Dead Porn, eh bien on m'envoie vers un error 404. C'est-à-dire que je ne trouve pas ça sain, normal, cool, qu'on demande à des femmes en fait de jouer ces fantasmes hyper violents, parce que ça veut dire que quand même il y a des hommes qui fantasment ça. Et qu'il y ait des hommes qui fantasment ça dans leur tête, chacun sa vie. Hein. Parce que c'est de l'ordre de la morale en fait. Parce que tu dis, je souhaiterais qu'il y ait une erreur 404, mais en soi, aujourd'hui, c'est tout à fait légal et ça reste un jeu d'acteur. Ça reste un jeu d'acteur, oui et non. Oui, ça reste un jeu d'acteur, mais si tu pousses le truc plus loin, c'est un jeu d'acteur en fait où il y a quand même des pénétrations. Quand on voit une femme, par exemple, il y a plein de sites zoophiles. Donc il y a plein de sites zoophiles où on voit des femmes se prendre des bites de cheval. Tu peux dire c'est un jeu d'acteur. Mais est-ce que tu t'es déjà posé 5 minutes la question de qu'est-ce qui fait qu'une femme va bien vouloir faire cette scène? Donc en fait, moi ce que je demande, c'est de questionner ce qui peut faire qu'une femme peut consentir à ça. Et puis ça aussi, ça dépend où on met le consentement. Est-ce que dans le consentement, il doit y avoir la notion de désir ou pas? Parce que moi, quand je parle de consentement, quand je consens, ou enfin la façon dont je veux utiliser le mot consentement inclut la notion de désir à l'intérieur. Donc pour moi, quand on est dans le porno ou quand on est dans la prostitution, le terme consentement, moi, me dérange un peu. C'est-à-dire que c'est pas le consentement comme je l'entends, mais j'entends aussi que c'est ma définition à moi. Donc tu nies la notion de travail du sexe? Je nie pas... Parce qu'il ne peut pas y avoir de travail ou alors il faut désirer dans son travail. Ce que tu dis, mais le désir, c'est quand même quelque chose qui est propre à soi-même, donc c'est difficile à juger aussi, de savoir quand est-ce qu'il y a du désir ou pas, aussi. Pour moi, j'aimerais, idéalement, qu'on soit dans un monde où le désir fasse partie du mot consentement, que ce soit inclus, que la notion de désir en fasse partie. Quand on utilise le terme travail du sexe, c'est qu'on estime que la plupart des femmes font ça de façon volontaire.
Et que donc, pour moi, un travail, c'est un travail où il y a un contrat de travail. C'est-à-dire que, voilà. Quand on utilise le mot prostituée, pour moi, le mot prostituée inclut le fait qu'il y a une domination. Et que donc, je trouve que le mot prostituée met ça dans le cadre... oui, d'une domination masculine et inclut le fait qu'on n'est pas forcément tout à fait consentante ou bien qu'on peut être que céder n'est pas consentir aussi et qu'on peut y être contrainte. C'est-à-dire que aujourd'hui, la problématique que je vois, c'est que dans les médias, on invite énormément de femmes qui sont donc travailleuses du sexe ou pro-travail du sexe et qui racontent à quel point elles ont envie de faire ce métier, etc. Alors, c'est une partie des femmes, évidemment, et c'est très bien qu'elles témoignent. Ce que je regrette, c'est qu'il y en a d'autres qui se disent survivantes de la prostitution ou qui sont actuellement en situation de prostitution et qui, elles, ne peuvent pas témoigner dans les médias pour la bonne raison que ce sont des migrantes. Certaines, et un très grand nombre, n'ont pas leurs papiers. Et quand on n'a pas ces papiers, est-ce qu'on a très envie d'aller faire une interview sur Brut ou Combini pour parler de la situation dans laquelle on est? Et surtout, là où je veux en venir, c'est que je pense qu'il y en a marre de parler des femmes. Est-ce qu'on peut parler des clients, en fait? C'est ça le vrai sujet, c'est les clients. À quel moment, en tant qu'homme, on a envie de coucher avec une femme qui n'a pas de désir pour toi en retour? Elles n'ont pas de désir en retour. Mais comment on peut être sûr des désirs qu'aurait une prostituée ou pas? Justement, tu dis la femme n'aura pas de désir, mais comment on peut être sûr qu'une prostituée n'aura pas de désir? Je veux dire, une prostituée, si elle a du désir pour toi, pourquoi elle te ferait payer? Enfin, une femme qui a du désir pour toi. Mais si elle n'a pas d'autre moyen de se rémunérer? Mais c'est donc qu'elle n'a pas de désir sexuel pour toi, elle a un désir pour ton argent. Les deux peuvent peut-être se combiner. Après, c'est des sentiments qui sont très personnels aussi, donc c'est difficile de juger, de savoir si elle a du désir ou pas. Moi, je pense que quand quelqu'un a besoin d'argent, on lui donne. Je veux dire, si l'homme a vraiment le cœur sur la main parce que cette femme est dans le besoin, je pense que ce qu'il faut lui mettre dans la bouche, c'est de la nourriture et pas sa bite, en fait. Pour revenir sur ton argument sur la prostitution, il faut interdire la prostitution aussi en partie parce qu'il y a des femmes qui ne font pas ce choix-là, qui n'ont pas revendiqué dans des médias je suis fière d'être prostituée et qui sont contraintes justement par la prostitution. Donc empêcher des femmes qui souhaitent faire ce métier parce que certaines sont totalement contraintes en réalité. Ou faudrait réguler ça d'une manière, ou faudrait inventer une régulation, je sais pas, ce serait quoi ton idéal à toi, mais... Alors c'est compliqué parce que en fait, pour moi, en politique, il faut faire ce qui va protéger le plus grand nombre de gens. Évidemment, il y aura forcément des femmes qui ont envie de faire ça extrêmement sincèrement et qui, elles, ne voient pas de problème avec ça. Mais à titre personnel, quand on sait qu'il y a des millions et des millions de femmes dans le monde qui sont vendues, que la traite des femmes est quelque chose d'extrêmement réel, qu'il y a des hommes qui achètent encore des femmes et qu'il y a des femmes qui sont vendues pour aller dans ces réseaux de prostitution, moi, je préfère que ce pourcentage-là, qui représente des millions de femmes, soit protégé, que... une minorité de femmes qui a sincèrement envie de faire ce métier. C'est aussi un message de société qu'on envoie. Est-ce qu'on dit que les hommes ont le droit d'acheter des services sexuels ou pas? Disons que moi, mon positionnement est plutôt celui-là, parce que je pense aussi que la réalité de la prostitution... est beaucoup plus dur que ce qu'on fait paraître. Enfin, je veux dire, quand j'étais jeune, on m'a proposé régulièrement d'être escorte. On m'a proposé régulièrement de trouver un sugar daddy. Enfin, je veux dire, en tant que femme, on est toujours ciblée par la propagande, en fait, autour du travail du sexe ou de la prostitution. Et je pense que c'est vraiment un sujet qui touche les femmes, toutes les femmes de près ou de loin, qu'on se soit déjà prostituée ou pas. Je pense aussi que la prostitution, ça crée une dissociation, quoi qu'on en dise, parce que même des femmes pro-travail du sexe, par exemple comme Virginie Despentes ou autres, quand on lit leurs livres, elles le disent que finalement, ce qui prépare, je crois que c'est une phrase de Virginie Despentes, je sais plus exactement comment elle le formule, mais elle dit que en fait, les femmes violées font les meilleures prostituées, parce que
si tu as été violé dans l'enfance ou dans l'adolescence ou qu'importe, où tu as subi des violences sexuelles, il y a un moment où tu vas être dans la dissociation. C'est-à-dire qu'il va falloir couper toi et ton corps et donc réussir à distancier les deux. Alors on peut dire que c'est une compétence et on peut dire qu'effectivement c'est un travail de pouvoir dissocier les deux, mais moi, je suis pour un monde où les gens sont alignés et pas dissociés dans leur corps, dans leur cœur et dans leur tête. Je comprends aussi le positionnement de certaines femmes qui se prostituent pour la bonne raison que quand on vit une sexualité aussi malheureuse avec les hommes, quand on vit des situations où les hommes nous utilisent sexuellement, il y a un moment, que ce soit passé dans l'enfance ou plus tard dans la vie, on peut se dire mais je les emmerde et je vais les faire payer en fait. Parce que plus jamais je vais donner mon corps gratuitement, parce que de toute façon, quand je le donne gratuitement, parce que j'ai du désir à l'inverse, il se peut que ça se passe extrêmement mal et qu'ils me prennent pour un trou. Donc en fait, certaines femmes sont dans cette logique inverse de se dire dans ce cas-là, ils vont hacker. Donc, ça s'entend. Mais je trouve que, de toute façon, en France, aujourd'hui, on est dans une politique abolitionniste. Et pour finir là-dessus, cette politique abolitionniste, elle est idéologiquement juste, selon moi. Mais le problème de cette politique abolitionniste, c'est que, on va choper les clients. C'est-à-dire qu'en tant que femme, on a le droit de se prostituer. Hein. Si je veux me prostituer, je ne suis pas légalement... C'est les clients qui sont pénalisés aujourd'hui. Exactement. C'est le client qui est pénalisé. Ce que je trouve une bonne chose, c'est-à-dire que quand le client se fait choper, normalement, il est censé suivre un stage de prévention. Enfin, de prévention, c'est déjà trop tard, mais on est censé lui faire un stage, une sorte de reset, où en fait, on explique à monsieur pourquoi c'est misogyne et pourquoi il ne devrait pas faire ça. Et on est censé aussi proposer à la femme un parcours de sortie de prostitution en lui donnant des papiers pour qu'elle puisse rester en France un certain temps et en lui donnant une certaine somme d'argent. Seulement, cette somme d'argent est absolument ridicule. On est sur un truc style 350 €. Je veux dire, et surtout, on demande à ces femmes, pour avoir les 350 € d'arrêter la prostitution directement immédiatement. C'est impossible. Plus de revenus. Voilà, je veux dire, un parcours, une sortie de prostitution, ça doit sans doute se faire beaucoup plus lentement, avec plus de ressources, plus de moyens. Donc pour moi, le modèle abolitionniste, il est juste en termes d'idéologie, mais en termes de concret, de comment cette loi est appliquée, ça va pas. Et peut-être que d'ailleurs, selon toi, des moyens de lutter contre la prostitution, c'est d'aller en amont. Oui. Et justement d'éduquer sur la sexualité, c'est comme tu fais avec ton livre. Oui, moi je pense qu'il faut éduquer les femmes sur toutes ces questions. Moi j'aurais aimé qu'on me parle de prostitution relativement jeune, c'est-à-dire à l'âge de 12-13 ans. Moi sur Caramel, à 12 ans et demi, il y a des mecs qui me proposaient de me payer. Je veux dire, et je n'avais aucune éducation là-dessus. C'est très important aussi d'éduquer les hommes sur la prostitution et sur le porno. Pour terminer, Dora, je vais te poser les 2 dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Premièrement, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir ici à ta place dans ce format-là? Ça peut être quelqu'un que tu aimes ou que tu n'aimes pas d'ailleurs. J'aimerais voir J.K. Rowling. Vous pouvez essayer. On essaiera. Voilà. J.K. Rowling, si un jour vous voyez cette vidéo. On le reçoit avec plaisir. Et dernière question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu as une citation, une punchline qui t'accompagne au quotidien? Il y a une citation que j'essaie de me répéter parce qu'elle m'aide pas mal. C'est drop the story, find the feeling. Donc, laisse tomber l'histoire que tu te racontes et trouve le vrai feeling, le sentiment. Mais je suis quelqu'un qui est trop dans l'intellect parfois et pas assez justement dans le ressenti et le ressenti corporel. Et donc, j'aime beaucoup cette phrase pour essayer de revenir dans mon corps. Voilà. Merci beaucoup Dora. Merci. C'était un vrai plaisir d'avoir fait cette interview. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à mettre un commentaire. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil. C'était Antonin pour le crayon. Salut.